Si je te dis chef étoilé, grande gueule et cauchemar en cuisine, tu me réponds Philippe Etchebest. Et oui, sauf que non, avant d'avoir eu notre idole à nous, nous avons été bénis par le saint Gordon Ramsay. Aujourd'hui, on va parler d'un pionnier des médias culinaires qui aura profondément transformé notre vision de la cuisine à la télévision, la faisant passer de Maïté, bonjour, à ça. Alors installe-toi bien, abonne-toi, mets la cloche, quand t'es prêt, on te dit tout sur Gordon Ramsay. Avant toute chose, sache que cet épisode est sponsorisé par le jeu Chef Life, le jeu de simulation de restaurant par Nacon, en partenariat avec le guide Michelin. Disponible sur Nintendo Switch, console Xbox et PlayStation dès le 23 février 2023. Retrouve dans la description de la vidéo des infos sur le jeu. On les remercie pour le soutien et la confiance. Notre histoire débute le 8 novembre 1966 à Johnstone, une petite banlieue dortoir de Glasgow en Écosse. C'est ce jour-là que naît notre petit Gordon Ramsay d'un père ouvrier et d'une mère infirmière. Le moins que l'on puisse dire, c'est que son enfance n'a pas toujours été idyllique. Le contexte social de l'époque est difficile. Dans les années 70, le Royaume-Uni s'enfonce peu à peu dans la crise économique et le quotidien de centaines de milliers de familles modestes en est bouleversé. Les parents Ramsay ont du mal à joindre les deux bouts et doivent déménager à Stratford-upon-Avon, où le père de Gordon passe de petit boulot en petit boulot. Quand il rentre à la maison le soir, des tensions se font sentir. Dans une interview donnée à CNN des années plus tard, Gordon Ramsay expliquera que son père était tombé dans l'alcoolisme et que la police a dû intervenir à plusieurs reprises au domicile familial. Was a severe alcoholic. Une passion vient cependant éclaircir le quotidien difficile du jeune Gordon, le football. Il s'y intéresse très tôt et, sans être un grand joueur, gravit cependant les échelons jusqu'au niveau régional. Il pense alors pouvoir faire du sport son métier et se donne à fond pour devenir footballeur professionnel. Malheureusement pour lui, il est victime d'un arrachement des ligaments du genou qui mettra définitivement un terme à ses ambitions footballistiques. Mais finalement, est-ce que dans cette opération, on n'aurait pas troqué un latéral gauche médiocre contre l'un des meilleurs chefs du monde? Hein? Si, bah voilà, tout arrive, hein. Pour le moment, le rêve de notre Gordon vient tout juste d'être réduit à néant. Il pense donc à s'engager dans la Royal Navy, avant de finalement intégrer un lycée hôtelier où il apprend les bases du métier de chef cuisinier. À la fin de ses études, il travaille quelque temps dans un hôtel, près de Banbury, comme chef de partie avant de partir pour Londres, où il est recruté au Harvey's, le restaurant du chef Marco-Pierre White, le premier chef britannique à avoir obtenu 3 étoiles au guide Michelin. Sa formation se déroule un peu comme celle de Luke dans Star Wars en fait. Il y a Marco-Pierre White, il monte sur son dos et l'autre il doit faire des roulades. Après avoir travaillé 3 ans pour White, il exprime le souhait de partir étudier la cuisine française. Le chef étoilé va alors le recommander auprès de son propre maître, Albert Roux. Un peu comme Obi-Wan, quand il convainc Yoda d'enseigner son savoir à Luke, alors qu'il est pas patient et qu'il ne finit jamais ce qu'il... Il faut dire qu'Albert Roux, c'est une pointure à l'époque. Français expatrié à Londres, il est le premier chef à ouvrir un restaurant triplement étoilé sur le sol britannique. Gordon entre donc au service de Roux dans son restaurant, le Gavroche, pendant 1 année. Le chef étoilé lui propose ensuite de l'accompagner pendant 1 saison à l'hôtel Diva, un établissement 4 étoiles situé dans les Alpes à Isola 2000. C'est toujours sympa ça. C'est suite à cette expérience qu'il se décidera à monter à Paris, capitale de la gastronomie française de l'époque. Et ouais, désolé les Lyonnais, c'est pas parce que vous avez des gratons, du sifflard et des quenelles que vous pouvez vous auto-proclamer capitale du goût. Hein? Si? Eh ben si, alors voilà. Bon, trêve de digression, notre bon Gordon n'arrive pas à Paris les mains dans les poches puisqu'il est recommandé par son mentor chez de prestigieux chefs parisiens. Il affinera donc son apprentissage auprès de Guy Savoy et de Joël Robuchon, 2 des plus grands chefs français de tous les temps. Et bon appétit bien sûr. Et bon appétit bien sûr. Après 3 ans de travail à Paris, Ramsay a besoin de changer un peu d'air et de prendre un peu plus d'indépendance. Conscient qu'il est cependant encore un peu tôt pour prendre son envol et ouvrir son propre restaurant, il accepte un contrat d'1 an en tant que chef privé dans le magnifique yacht Heidelberg, croisant dans l'archipel des Bermudes. Pas trop dégueu comme année sabbatique, hein. On est au calme, on va se baigner, allez. En 93, les choses sérieuses commencent pour Gordon Ramsay. Il retourne à Londres et retrouve son ancien maître, Marco-Pierre White, devenu senior site, pas du tout, qui lui présente les directeurs de la firme Easy Restaurant. Opérant plusieurs établissements en Angleterre, les dirigeants de la firme lui demandent alors de reprendre les rênes du Rossmore, renommé pour l'occasion Aubergine. Petit goût de... Un restaurant gastronomique dans la ville. En échange, Ramsay acquiert 25% des parts du restaurant et en 14 mois seulement, il gagne une première étoile au guide Michelin, puis une deuxième en 97. Cependant, la relation devient très tendue avec sa direction. Persuadé que ses investisseurs souhaitent le débarquer de son poste de chef, Ramsay déraille un tout petit peu. Voilà.
Et un jour de 1998, le visage couvert par un casque de moto, il vole le livre de réservation du restaurant pour en perturber le fonctionnement. Petit chenapan. Il accusa ensuite son ancien mentor, Marco Pierre White, devenu senior lamp, qu'il suspectait de vouloir le remplacer. Ouais, je sais, cette histoire est folle, et dans un monde normal, la carrière de Ramsay aurait probablement dû voler en éclats après cet événement. Sauf qu'en fait, pas du tout. Au contraire, après s'être fait licencier de son poste de chef, Ramsay va ouvrir son propre restaurant, très modestement appelé Gordon Ramsay at Royal Hospital Road. En 2001, il obtiendra avec ce restaurant sa 3e étoile au guide Michelin. Là, tout s'accélère pour le chef de 35 ans. Il ouvre plusieurs restaurants dans les années 2000, comme la Marilis à Glasgow, le Gordon Ramsay en plein cœur de Londres, le Gordon Ramsay at Power Court en Ireland, ou le Gordon Ramsay au Trianon Palace à Versailles. C'est aussi à cette époque que sa carrière télévisuelle commence. En 99, est diffusé un premier documentaire sur le chef, Boiling Point, qui suit le lancement de son premier restaurant. Cette mini-série fera exploser sa notoriété, faisant de lui une véritable vedette dans son pays. Elle aura d'ailleurs une suite en 2000, Beyond Boiling Point, qui s'attardera sur les effets de la notoriété sur le chef. Dans ces 2 mini-séries, les téléspectateurs découvriront le caractère bien trempé de notre ami Gordon. You send me 6 main courses like that again, and I'll grab you by the scruff of the neck and I'll throw you on the street. Un caractère qui fera tout le sel du bonhomme et qui le rendra particulièrement bankable à la télévision. Mais c'est en 2004 que Ramsay va véritablement exploser à la télé avec Ramsay's Kitchen Nightmares, plus connu chez nous sous le nom de Cauchemar en cuisine. Bon, je crois que tout le monde ici connaît déjà le principe, a déjà dû voir un épisode de cette émission culte en rediff sur M6 ou W9, mais vu que je suis sympa, je vais quand même réexpliquer le tout pour les 2 mecs qui ne connaîtraient pas ce banger et qui auraient quand même cliqué sur cette vidéo YouTube. Eh ouais les gars, on vous voit. Et on vous juge. Le principe de l'émission est simple. Dans chaque épisode, un restaurateur en grande difficulté invoque le dieu Ramsay pour le sauver de la faillite, et parce qu'il a pas que ça à foutre, Gordon va tenter de le faire en 1 semaine seulement. Bah oui, non, parce que le gars est pris. Bon, bien sûr, si le succès de son émission ne tenait qu'à son seul pitch, ça se saurait, et pour de nombreux experts, 2 éléments vont rendre Cauchemar en cuisine totalement culte. Le premier, c'est bien entendu Gordon Ramsay lui-même. Le mec est un excellent client, ça veut dire qu'à l'écran, on a un personnage qui est extrêmement généreux en émotions, et qui va donc parfaitement coller à la dramaturgie du programme. It's not funny. I am pissed off. Et c'est justement ça notre 2e élément clé, la structure des épisodes très répétitive mais ultra efficace. Un universitaire français, Marc Pernoud, s'est même amusé à décortiquer le plan d'une émission Cauchemar en cuisine et ça donne ça. Arrivée du chef Ramsay dans le restaurant pour identifier ce qui va pas. Sa gueule. It's rotten. Prise de contact plus que musclée avec l'équipe du restaurant. Sa gueule. How about showing a little bit of respect for what you're doing? Le chef suit la préparation d'un service. Sa gueule. Come on, Jake. L'affrontement. Ramsay bouscule l'équipe du restaurant et remet en question leur organisation. Alors sa gueule. I don't want to hear that shit in the morning. Et ça pleure. Et ça regueule derrière, bah oui. Get out of my fucking restaurant. Installation de bonnes pratiques, happy ending, le restaurant est sauvé, rideau, bonsoir. Cette structure très particulière met l'emphase sur la rédemption des restaurateurs et permet de raconter aux spectateurs le sauvetage d'une entreprise et de ceux qui la composent. De belles histoires à partager en famille, en somme. Alors, est-ce que tous les restaurateurs dans laquelle passe l'émission sont sauvés par Gordon? Oui. Le succès de l'émission au Royaume-Uni est sans appel. 5 saisons de 24 épisodes en tout. Des audiences records, un BAFTA, un Emmy Award et surtout la création d'une version américaine présentée également par Gordon et d'un Cauchemar en cuisine français featuring le célèbre Philippe Etchebest. Et au-delà de sa réussite, Cauchemar en cuisine a également profondément changé la représentation de la cuisine à la télévision. Parce que oui, avant l'arrivée de Gordon Ramsay, sur nos petits écrans, la cuisine c'était essentiellement des recettes présentées par des gens qui cuisinent face caméra. Et comme là maintenant, quoi. Sauf que là on cuisine pas du coup. Suite à la diffusion de Cauchemar en cuisine, les chaînes de télé ont commencé à comprendre que la gastronomie aussi pouvait être spectaculaire et que le métier de chef pouvait faire rêver. Ainsi, seulement 1 an après l'émission de Channel 4, la BBC lancera MasterChef, point de départ des concepts de grands shows culinaires qui envahiront ensuite la télévision française dans les années 2010. Gordon Ramsay lui-même continuera sa carrière à la télévision avec des émissions qui tendront de plus en plus vers le concept de concours culinaire. Par exemple le cas de The F Word, lancé en 2005 où il met en compétition 2 commis lors de la préparation de repas pour un panel de célébrités. Le gagnant de chaque émission pourra poursuivre son apprentissage dans un de ses restaurants. Notre bon Gordon enchaînera avec de nombreuses autres émissions en Angleterre et aux États-Unis, essayant à chaque fois d'innover et de proposer une nouvelle manière d'aborder la cuisine à la télé. Très récemment encore, et j'aimerais vraiment voir ça arriver en France, il a lancé une émission appelée The Next Level Chef, une émission entre Top Chef et
Hunger Games. On terminera sur une note un peu chauvine, puisque Gordon Ramsay a toujours été passionné par la France et par la culture culinaire française. C'est en France, à Bordeaux, une ville qu'il qualifie carrément de deuxième maison, qu'il a d'ailleurs ouvert son dernier restaurant doublement étoilé, le Pressoir d'Argent, directement, vous savez, place de la Comédie, en face du 4e mur, le restaurant de Philippe Etchebest.